bonjour à tous. Merci donc d'être avec nous pour cette session intitulée « Un cerveau dans la guerre ». Donc avec le conflit en Ukraine, la guerre s'est à nouveau invitée au cœur de l'Europe. Il était bien évidemment indispensable d'évoquer ce sujet compte tenu de ses multiples conséquences, y compris sur nos cerveaux. Nous avons la chance d'accueillir un invité exceptionnel en la personne d'Hubert Védrine. L'échange va être animé par Christophe Onodibio, directeur adjoint de la rédaction du Point. Christophe, je vous laisse présenter notre invité. Oui, merci, c'est très fort, c'est très fort. Nous avons la chance donc d'être avec Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères de 1997 à 2002, sous les présidences Mitterrand et Chirac, reconnu en France et mondialement comme l'un des meilleurs experts de la géopolitique et des relations internationales. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Voilà, bonjour, bienvenue à Neuroplanète. Vous publiez d'ailleurs chez Bouquin un ouvrage intitulé « Une vision du monde » qui rassemble vos textes majeurs sur la géopolitique, où vous dressez, entre autres constats, celui que l'Europe ne possède plus la dynamique de ses débuts, ni ne peut réaliser l'utopie d'un fédéralisme réduisant la souveraineté nationale. Est-ce que ce n'est pas en train de changer avec cette guerre en Ukraine ? C'est trop tôt pour le dire parce qu'on ne connaît pas encore les conclusions, les résultats et tous les effets de cette épouvantable tragédie et de la décision aberrante, même du point de vue russe, qui a été prise par Vladimir Poutine. Les gens peuvent mesurer que ça a réveillé l'esprit de défense en Europe, pas tant dans l'Union européenne en tant qu'organisation, mais l'esprit de défense. Le plus frappant étant que ça a réveillé l'esprit de défense en Allemagne, alors que l'Allemagne s'était reconstruite après la guerre pour des raisons évidentes, comme une puissance pacifique, notamment la gauche allemande, donc notamment le SPD. Et le chancelier allemand, dans son discours d'il y a quelques jours, a pris un tournant qui aura des conséquences énormes. Mais tout ça, c'est surtout là, dans le cadre du réveil de l'OTAN. Ce que Poutine a obtenu pour le moment, c'est le réveil de l'Alliance Atlantique et de l'OTAN. D'ailleurs, dans le discours historique du chancelier Scholz dont je parlais, il a confirmé l'achat par l'Allemagne de l'avion américain, le F-35. Bon, ça, c'est un premier effet. Après, je pense que le président Macron va essayer de canaliser une partie de cette énergie européenne nouvelle, les Européens se décidant enfin à ouvrir les yeux, sortant peut-être enfin de leur période bisounours, vous voyez, pour une affirmation européenne en matière de sécurité et de défense. Mais pas forcément une organisation européenne, en tout cas un esprit de défense dans tous les pays concernés. Voilà un premier effet. Et après, ça dépend de la durée, ça dépend de la gravité, ça dépend de est-ce qu'il y a escalade ou pas, est-ce qu'il y a élargissement ou pas, ça dépend de l'impact des sanctions sur le peuple russe et sur nous, etc. On verra. C'est trop tôt pour conclure là. On va en parler. Juste une petite question par rapport à une expression que vous venez d'utiliser. Vous avez parlé d'Europe bisounours. C'est quoi l'Europe bisounours ? C'était une idée dominante chez les Européens pendant très longtemps à partir de l'après-guerre. C'est-à-dire que la puissance est terminée et l'Europe sous protection américaine, en réalité, même si certains l'oubliaient, va rayonner par ses idées, par ses valeurs universelles, par ses normes, etc. Et moi, je le disais depuis très longtemps, pour le regretter, parce que c'est dangereux, bien sûr, que les Européens étaient devenus des bisounours alors qu'ils étaient dans le monde de Jurassic Park. Et il y a un grand ministre allemand, Sigmar Gabriel, qui disait la même chose. Attention, nous sommes des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques. Alors, il y a une série de chocs comme le 11 septembre, comme la bataille au sein du monde musulman, l'islamisme, etc., plus le choc Poutine, ça va sans doute réveiller quelque chose de nouveau. Mais ça fait quand même 3 générations que les Européens ont cru pouvoir continuer à vivre dans cette espèce de bulle et que c'est leur valeur qu'elle ait gagné le monde. Alors que ce n'est pas le cas. Est-ce que les Occidentaux ont cru, après la fin de l'Union soviétique, c'est la fin de l'histoire, on a gagné hyperpuissance, etc. Ce n'est pas vrai. Donc on voit que l'histoire continue avec toutes ces violences. Donc il faut à la fois ouvrir les yeux, redevenir lucide, atterrir dans la réalité sans être pour autant déprimé ou fataliste. C'est un équilibre à trouver. Alors depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février dernier, vous avez multiplié les prises de parole pour fustiger les errances du monde occidental face à la Russie,
tout en condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Face à Vladimir Poutine, vous avez toujours conseillé la fermeté, tout en maintenant la nécessité de maintenir un canal de dialogue pour envisager l'avenir un peu sereinement. Je voudrais savoir quel regard vous portez sur les derniers développements de ce conflit. Alors, Christophe, si vous permettez, j'ai rappelé que les vétérans américains de la guerre froide, c'est pas moi, les vétérans américains, dans les premières années de Poutine, il y a longtemps, dans les 2 premiers mandats, estimaient qu'il fallait organiser l'Europe autrement. Et il n'était pas favorable à l'élargissement de l'OTAN. Mais je n'ai pas mélangé les 2 époques. Là, on a affaire à un Poutine différent, on a affaire à une décision qui est intolérable, les souffrances ukrainiennes sont affreuses, donc il ne faut pas mélanger les 2 choses. Mais le débat sur comment est-ce qu'on coexiste avec la Russie qui sera toujours là et qui sera jamais une social-démocratie scandinave, il ne faut pas se faire d'illusions, on reviendra. Mais pas maintenant, ce n'est pas le moment. Le moment d'urgence, c'est l'aide aux Ukrainiens et tout ce qui peut être fait pour obtenir le cessez-le-feu. Alors, le déroulement récent, eh bien, ce qui frappe tout le monde, là, je vais dire des banalités. D'ailleurs, je ne suis pas un spécialiste du cerveau, hein. J'en profite pour vous le dire. Même on va y venir. Bon, ce qui est, vous non plus d'ailleurs, enfin, vous allez vous enrichir de tout ce qui va être raconté toute la journée. Donc, ce qui est frappant, c'est que l'opération est compliquée. Et que peut-être que Poutine, à la longue, Poutine avait une obsession ukrainienne depuis toujours. Il aurait pu ne pas devenir dominant et obsessionnel à ce point, en effaçant toutes les autres considérations. Il n'empêche que ça a tout dominé, peut-être à cause de la pandémie. Il pensait pouvoir mettre la main sur l'Ukraine en 2 jours. Ça n'a pas eu lieu. Premier constat. Cher Hubert Védrine, il faut que vous approchiez de votre écran, parce que parfois on perd le son. Ah zut. Voilà. Là, c'est bon, c'est mieux. Ouais. Quand vous êtes proche, c'est beaucoup mieux. Oui, je disais donc, difficulté pour la Russie pour mettre la main, incapacité de la Russie, disons des troupes russes, pas des armes russes, mais des troupes russes à maîtriser ça. Et après, on voit qu'il y a une hésitation, et précisément comme c'est compliqué pour Poutine, nous sommes, à mon avis, dans le moment le plus dangereux. Et ça nous ramène à la question, qu'est-ce qu'il peut décider, vous voyez ? Le plus dangereux, il peut être tenté d'élargir, d'escalader par rapport à ça, pour prendre le contrôle. Donc voilà où on en est. Après, on a dit donc bonne homogénéité pour le moment, en tout cas des Occidentaux, des Européens, des Occidentaux, réveil de l'OTAN. Et après, on ne sait pas. On ne sait pas, parce que s'il y a une escalade, comment vont réagir les Occidentaux ? S'il y a un début de commencement de discussion politique sur le statut futur de l'Ukraine, est-ce que les Occidentaux vont rester homogènes et en phase avec ce qu'accepteraient peut-être, c'est des théories, hein, peut-être les dirigeants de Kiev sous la pression. Donc, on va entrer dans un moment à la fois plus dangereux et peut-être plus compliqué en ce qui concerne l'homogénéité des Occidentaux. Je ne parle pas du reste du monde, parce que le reste du monde a réinventé le non-alignement, en fait, et on voit bien ce qui est connu par les spécialistes depuis toujours, qui est que les Occidentaux n'ont plus le monopole de la puissance dans le monde. Ils ont encore beaucoup de puissance, mais pas le monopole. Donc, on est obligé de réfléchir à comment ça se combine avec le monde russe, malgré tout, les Chinois, etc. C'est beaucoup compliqué que ce que les gentils Européens imaginaient. Beaucoup d'observateurs avancent en ce moment, quand ils parlent de Vladimir Poutine, l'idée d'une paranoïa, l'idée même d'une folie, hein, on a entendu le mot de Vladimir Poutine. De nombreux livres et articles prétendent même entrer dans la tête de Vladimir Poutine. Vous l'avez rencontré. Comment vous analyseriez-vous sa psychologie ? Je l'avais rencontré quand j'étais encore ministre, il était président au début, mais ça n'a pas d'intérêt parce que c'était il y a très très longtemps. Je n'ai pas revu depuis, et puis manifestement, ce n'est pas le même homme. C'est évident qu'il avait une obsession ukrainienne depuis le début, mais la plupart des Russes sur l'histoire pensent un peu comme Poutine. Solzhenitsyn pensait tout à fait ça, sans parler de l'ensemble des Russes qui considèrent que la Crimée est russe, y compris Navalny. Et ça fait partie de la vision russe. Le risque, ça ne veut pas dire qu'ils sont pour la guerre, hein, c'est complètement différent. Et moi, j'ai l'intuition que la majorité du peuple russe, dès maintenant, et en tout cas plus après, sera contre la guerre. Mais pour revenir à votre question, ça nous enferme un peu de partir sur la piste de la folie. Ça veut dire que c'est tellement aberrant de notre point de vue, hein, d'occidentaux. On était tellement convaincus que la guerre n'existait plus, en tout cas en Europe, qu'on ne peut pas l'expliquer autrement que par la folie. Du coup, on passe à côté d'analyses nécessaires, pénibles, désagréables, inquiétantes, sur le fait qu'il y a en effet une paranoïa russe. Et la remarque de Woody Allen, je ne dis pas ça pour rigoler, parce que je n'est pas rigolo, hein. Et quand Woody Allen disait même les paranoïaques ont des ennemis, il y a la combinaison des deux.
les Occidentaux voient les Russes comme paranoïaques et les Russes se sont encerclés pour des tas de raisons. Ça nous renvoie au débat mené notamment par Kissinger sur ce qu'il aurait fallu faire au début, pendant les 2 premiers mandats de Poutine. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Poutine? Personne n'en sait rien. En réalité, ce qu'on peut constater, c'est que l'obsession ukrainienne a pris le dessus sur tout le reste, toutes les autres considérations économiques, technologiques, l'intérêt pour la Russie de ne pas faire ça. Il était sur le point d'obtenir, Poutine, grâce aux efforts du président Macron, du chancelier allemand et l'acceptation de Biden, une grande négociation sur la sécurité en Europe qu'on aurait dû mener, mais il y a 15 ans, pas maintenant, vous voyez. Il allait l'obtenir, il a fait l'autre choix. Qu'est-ce qui a pu l'orienter là-dessus? Alors si on dit il est fou, du coup l'analyse s'arrête, il est fou. En revanche, on pourrait dire que malheureusement, lui, mais peut-être aussi les Chinois, pensent que l'Occident est trop divisé, trop décadent, alors il y a toute une série d'autres thèmes, vous voyez, donc trop faible pour résister. Donc il y a un élément qui renvoie à nous. Je ne dis pas qu'il a raison, je ne suis pas du tout de l'avis de Poutine, naturellement, mais l'hypothèse de la folie nous dit c'est trop paresseux, quoi. Ça nous dispense de tout ça. Après, il y a les explications, comme quoi il s'est enfermé par phobie de la pandémie et qu'il a vu quasiment plus personne, en tout cas que les 3-4 personnes qui pensent comme lui, que des gens de sécurité et de répression. Donc il y a une sorte de... Tous les autres sujets disparaissent, l'économie russe, l'avenir de la Russie, la société russe, et ça l'amène à prendre une décision, à mon avis, horrible pour les Ukrainiens, mais aberrante pour la Russie. Donc je ne suis pas trop sur la thèse folie. Même, c'est peut-être vrai, peut-être qu'historiquement, après, on dira c'est ce qui s'est passé, vous voyez, mais elle ne doit pas nous dispenser de faire des analyses historiques et politiques, même si elle nous pose des problèmes compliqués. Mais quand vous disiez, je l'ai rencontré, mais visiblement, c'est plus le même homme. Est-ce que vous êtes surpris par ces expressions? Alors, il y avait la dénazification de l'Ukraine, mais maintenant, on est passé à une volonté d'auto-épuration naturelle. Hein, ce sont ces mots. On l'entend parler des mouches qu'il faudrait recracher comme des insectes absolument annexes et négligeables. Est-ce que là, vous êtes inquiet au niveau du langage produit par ce cerveau poutinien? Encore une fois, on n'est pas dans le cerveau poutinien. Non, mais on l'entend parler. Non, mais tout ça est ultra choquant, mais surtout du point de vue européen. Il faudrait que vous ayez un invité chinois. Est-ce que les Chinois sont choqués par ce qu'il raconte? Un Africain, un Iranien, un Turc, etc. N'oubliez pas que nous les Européens, on est une vision très particulière et qu'il y a d'autre part un politiquement correct qui est très très lourd, très très puissant en Occident et dans quelques pays, qui fait qu'il y a une sorte de phobie des mots trop violents. Alors on a peut-être raison pour adoucir les mœurs, hein, bien sûr, mais il n'empêche qu'il y a des tas de discours qui sont inaudibles pour nous, comme c'était le cas quand les Iraniens s'exprimaient ou quand Erdogan nous provoque, etc. Alors Poutine, c'est la même chose, en pire par rapport à ça. Donc il y a une espèce de vision obsessionnelle d'une Russie qui est le dernier bastion d'une sorte de civilisation chrétienne au sens large. N'oubliez pas l'alliance avec l'Église orthodoxe russe, qui est très importante dans l'évolution ultranationaliste d'une partie des Russes, et notamment de Poutine. Donc ça vous donne cette espèce de langage qui nous horrifie, parce qu'on est un pays où la police de la parole et la police du langage est permanente, vous voyez. Mais ce n'est pas forcément ce que nous voyons comme aberration, et peut-être malheureusement, l'expression d'un sentiment plus large, sur notamment le rôle de l'Ukraine dans la formation du monde slave. Bon, et tout ça ne nous donne pas de solution, parce que le seul élément intéressant, c'est ce qui permettrait d'obtenir un cessez-le-feu. Hein. Et alors, quelles seront les pistes, avant de parler cette fois du cerveau européen, quelles seraient les pistes pour obtenir ce cessez-le-feu, puisque, vous venez de le dire, on a visiblement une Europe, un camp occidental, on n'a pas encore parlé de la Chine, mais un camp occidental qui ne pense pas comme ce qu'on pense au Kremlin, et une incompréhension mutuelle. Donc quelles peuvent être les pistes vers un cessez-le-feu? Le cessez-le-feu peut arriver si Poutine estime avoir atteint ses objectifs. Mais est-ce qu'on les connaît? En gros, c'est la re-russification de l'Ukraine, vous voyez, qui passe par la neutralisation, peut-être pas un gouvernement différent, mais s'il impose un gouvernement différent, il y aura un gouvernement en exil. Enfin, en tout cas, le contrôle du territoire, le contrôle total de la partie Est, de la partie russophone, même si ça ne veut pas dire russophile, encore moins poutinophile, en tout cas russophone, et puis de la côte sud, la mer Noire, ça c'est l'objectif
évident. Bon, à un moment donné, il peut avoir besoin de dire, compte tenu du fait que son armée n'est pas efficace, que les sanctions ont des effets déjà désastreux, d'habiller le résultat. C'est si dans sa folie, comme vous dites, pour reprendre votre terme, que moi j'emploie pas, c'est comme si à un moment donné, il éprouvait le besoin de trouver une porte de sortie. C'est arrivé pendant la guerre froide, dans des moments terrifiants, avec une URSS beaucoup plus armée, menaçante et dangereuse que la Russie d'aujourd'hui, même si les gens l'ont oublié. Il y a eu des moments où, même après le blocus de Berlin, à l'époque de Staline, même après la crise de Cuba, vous vous rappelez la crise de Cuba, il y a eu des signaux et l'Occident avait su aider l'URSS de l'époque à trouver des portes de sortie. Et peut-être qu'on a affaire à un système moins rationnel que le système soviétique et plus personnel et moins collectif. Même autour de Staline, il y avait des sortes de délibérations, etc. Donc c'est peut-être plus dangereux. En tout cas, il n'y a pas ce signe pour le moment. Il n'y a pas ce signe. Peut-être viendra-t-il. Et à ce moment-là, l'Occident se divisera entre ceux qui diront n'importe quel cessez-le-feu est bon à prendre, n'importe quel accord avec les Ukrainiens est bon, et d'autres qui diront non, il ne faut pas lâcher parce que Poutine doit expier ses crimes. Mais ça, on n'en est pas là, parce qu'il n'y a aucun signe. Sinon, il y a des influences extérieures, mais vous avez vu comme moi, Christophe, ces derniers jours, que personne n'a d'influence sur lui. Le président Macron a totalement raison de garder le contact, pour des raisons d'avenir, pour des raisons de sortie et pour des raisons de sécurité. Bon, il a raison. Mais les Chinois ne veulent pas s'engager. Vous voyez bien. C'est pas un vœu pieux de garder le contact, garder le fil de la parole. C'est pas finalement une bonne conscience qu'on se donne en Occident pour dire qu'on fait quelque chose. D'abord, c'est pas en Occident en général. Il se trouve que c'est le président Macron en particulier, parce qu'il a investi depuis des années. C'est une des personnes qui a le plus pratiqué Poutine des dernières années. Et les autres dirigeants occidentaux sont très contents qu'il le fasse. Évidemment, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Mais il faut penser à demain et après-demain. Il faut garder ce fil. Il faut qu'à un moment donné, quelqu'un représentant l'Occident, l'Europe, nos valeurs, etc., puisse lui parler, lui dire des choses. C'est très, très important. Je connais personne dans les dirigeants du monde entier qui demande au président Macron d'arrêter. Aucun. Est-ce que les Européens, en cette affaire, ont fait suffisamment fonctionner leur cerveau? Vous parliez de politiquement correct tout à l'heure, d'une sorte d'enfermement dans un univers de pensée qui ne permettrait pas finalement d'avoir une action véritable quand on discute, quand on parle avec Vladimir Poutine. Est-ce que le cerveau européen fonctionne bien? Bien, comme je vous ai dit, je ne suis pas spécialiste du cerveau, je ne sais pas où est le siège de la lucidité dans le cerveau. Ni le siège du courant. On a manqué de lucidité. Alors, je pense que les Européens ont rêvé depuis la fin de l'URSS et que du coup, ça les a empêchés de voir des tas de choses. Et que c'est trop compliqué, pas du tout pour approbation de Poutine, rien. C'était l'idée que le tragique était dépassé dans l'histoire au profit de nos valeurs universelles ou de l'économie mondiale ou de la pensée OMC. Bon, il y avait ça. Donc, c'est une question de lucidité. Après, c'est une question de courage. Et après, c'est une question d'honnêteté, de responsabilité. Encore une fois, ce n'est pas lié à des lobes du cerveau. Il n'y a aucun dirigeant. Ça peut choquer, ça peut désespérer quand on voit des hôpitaux bombardés en Ukraine. Ça peut désespérer, mais je ne crois pas qu'un seul parlement occidental aujourd'hui voterait l'entrée en guerre. Parce que faire le no-fly zone en Ukraine, ça veut dire abattre des avions russes. Mais vous le déplorez, ça ? Vous parliez de courage. Vous trouvez que, je ne sais pas si c'est le cerveau, pour les Grecs anciens, c'était dans le cerveau, le thumos, le courage. Mais vous déplorez justement ce manque de courage occidental ? Non, parce que je ne suis pas un va-t-en-guerre et je ne suis pas un jusqu'au-boutiste et je n'aime pas les gens qui sont prêts à faire la guerre jusqu'au bout avec d'autres peuples. Vous voyez. Donc le principe de responsabilité est fondamental chez moi. N'oubliez pas que j'ai passé 20 ans, non pas dans l'agitation politique, mais dans le pouvoir. Donc il y a la gestion des conséquences de ce que l'on dit. Et je sais que les peuples occidentaux ne veulent pas entrer en guerre, sauf s'ils étaient menacés dans leurs intérêts vitaux. Alors on peut regretter, moi je regrette qu'on n'ait pas, je suis comme Kissinger, je regrette qu'on n'ait pas mieux construit la sécurité en Europe après la fin de l'URSS, mais ça c'est le tout début. Peut-être que dans la période récente, il fallait au contraire être plus net et plus dissuasif. Peut-être que le président Biden a eu tort de dire dès le début qu'il n'enverrait pas les troupes. Évidemment, le Congrès ne l'aurait pas suivi s'il avait voulu envoyer, mais en tout cas, dans la période récente, peut-être qu'il fallait plus de fermeté dissuasive à un moment donné. Et si on revient en arrière, moi je pense qu'il ne fallait pas annoncer qu'on allait mettre l'Ukraine dans l'OTAN, surtout en ne la mettant pas. Donc il fallait soit la mettre et négocier en complément tout un système avec la Russie
des garanties pour Sébastopol, des tas de trucs, une construction. Ah, on ne vous entend plus. On ne vous entend plus. Oui, Christophe, c'est effectivement la connexion de Monsieur Védrine qui pose quelques soucis. On réessaye peut-être. J'entends, hein. Ah voilà. Moi, je vous entends en tout cas. Voilà, parfait. Donc on a manqué 1 minute. Mais je ne suis pas en train de dire qu'on a manqué de courage, pas comme, ça dépend de la date en fait. Comme on parle d'une période de 20 ans pendant laquelle les choses se sont dégradées, peut-être fallait être plus clair et plus dissuasif dans la période récente et plus constructif dans la période d'il y a 15 ans. Bon, ça revient au même, mais c'est pas lié à... C'est lié plutôt non pas au cerveau de je ne sais qui, mais c'est lié au fonctionnement des démocraties modernes. Les leaders dans les démocraties modernes n'ont pas tellement de leadership. Ils n'ont pas tellement de marge de manœuvre, en fait, par rapport aux opinions. Vous voyez ? Donc c'est tout un ensemble, c'est nos systèmes. Et c'est vrai, je reconnais, c'est triste à dire, que Poutine en joue. Que Poutine joue De ça, de la façon dont les démocraties fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Vous avez utilisé, après le mot courage, le terme, il y a eu lucidité, courage et honnêteté. Qu'est-ce que vous vouliez sous-entendre ? Ne pas prendre des engagements qu'on n'est pas prêt à tenir. Quels engagements ? En matière même de sanctions, vous voyez. Par exemple, je comprends tout à fait que le chancelier allemand résiste et veuille garder le gaz russe, parce que la situation, tout simplement, est ingérable s'il n'a plus le gaz russe. Comme en plus l'Allemagne paye l'erreur terrible d'être sortie du nucléaire trop tôt, ils ont une dépendance extrême. Donc à un moment donné, compte tenu de l'émotion devant les images horribles, on peut être tenté d'aller plus loin. Il y aura toujours des gens pour dire qu'il faut être plus dur, plus menaçant, plus ceci, plus cela. Et encore une fois, l'honnêteté, c'est la responsabilité. Les dirigeants ne doivent pas faire des promesses qui ne sont pas tenables après. Je pense aux demandes ukrainiennes, ça fend le cœur quand on entend les demandes. On aimerait pouvoir faire beaucoup plus. Et on parle au nom de démocratie. Et la loi de la majorité, de la démocratie, de l'opinion publique est très importante. Donc il y a un équilibre à trouver entre le maximum de fermeté dissuasive, et vous me direz, ça n'a pas empêché la décision de Poutine, hein, et en tout cas la suite, pour empêcher l'escalade et empêcher l'élargissement. Et après, un jour, repenser à l'avenir de l'Ukraine, de l'Europe, etc. Mais c'est un fil de crête, hein, c'est compliqué. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de la façon dont on pense à Beijing, côté chinois en fait ? Vous qui les avez fréquentés aussi. Oui, mais même chose, je les ai fréquentés, mais je ne suis pas dans le cerveau des dirigeants chinois. D'abord, personne ne sait si à Pékin, les décisions sont aussi personnelles et solitaires qu'à Moscou. Il y a Xi Jinping, mais il y a 8 ou 9 bons hommes apportant autour. On ne sait pas comment ça fonctionne. Après, il faut écouter les spécialistes. Les spécialistes disent, en majorité, spécialistes de Chinois en Californie ou de Chinois ailleurs, ou les gens autour, les Japonais, les Singapouriens, quelques spécialistes en Europe, ils disent, en gros, la Chine pense qu'elle a le temps pour elle, que le déclin occidental est irréversible. Donc, à un moment donné, s'ils ne font pas de bêtises, ils vont contrôler l'ensemble du système. C'est précisément ce que les États-Unis ne veulent pas. C'est ce que les Américains considèrent comme le défi numéro 1 depuis Obama, Trump, Biden, etc. Maintenant, dans la crise actuelle, vous avez pu voir que les Chinois réaffirment leur amitié indéfectible avec la Russie. Ça, c'est une chose. Mais ne votent pas exactement le texte, ne votent pas comme la Russie aux Nations Unies. Ils s'abstiennent. Donc, il y a une petite marge entre les deux. Ce qui a fait espérer à certains dirigeants européens, pas américains, parce que les Américains ne veulent pas que la Chine trouve un rôle utile. En tout cas, européens, que la Chine puisse peser un peu en demandant à Poutine de s'arrêter, d'accepter le cessez-le-feu, puisque c'est ça l'urgence sur le plan humain. Apparemment, ça n'a pas fonctionné, puisque la Chine ne veut pas trop s'en mêler. Et on voit bien, il y a plein de signaux qui montrent qu'elle est gênée, qu'elle n'aime pas, c'est désordonné. La confiance qu'elle a en elle-même ne passe pas par des guerres dans tous les sens, surtout avec des guerres impulsives, absurdes. Bon. Donc, la conclusion du moment, mais il y a peut-être des gens qui ont eu des contacts plus directs avec Xi Jinping récemment, hein, c'est que la Chine laisse plutôt les choses faire. Et à un moment donné, peut-être, mais pas maintenant, il faudrait un début de signe de Poutine. Peut-être qu'elle pourrait se mettre en avant en disant « je peux aider à formuler une sortie de crise », mais qui sera aux conditions de Poutine.
donc très largement inacceptable par les Occidentaux. Vous voyez, c'est compliqué. On ne peut pas imaginer la Chine comme la Chine arrive et puis dénoue le sujet. En tout cas, on ne peut pas l'imaginer, ça. Vous avez été donc ministre des Affaires étrangères, vous êtes un diplomate chevronné. Est-ce qu'il faut un cerveau spécial pour être diplomate? Vous nous avez dit, je ne connais pas le cerveau de Poutine ni le cerveau de Xi Jinping, mais vous connaissez le vôtre un peu. Est-ce qu'il y a une façon de penser, une façon de considérer l'interlocuteur, de rentrer peut-être un peu dans sa tête, de le comprendre? Est-ce qu'il faut un cerveau spécial dans la diplomatie? Alors, d'abord, je ne suis pas un diplomate chevronné, j'étais chef de la diplomatie. Ça revient un peu au même. En cohabitation, d'ailleurs, donc j'étais vraiment le patron du truc. Il y a plein de diplomates plus chevronnés que moi. Bon, pour répondre à la question, il faut des qualités, mais qui sont nécessaires dans des tas d'autres métiers. Quand vous êtes dans ce type de fonction, vous recevez des quantités extraordinaires d'informations. Donc, il faut une capacité d'assimilation très grande et de hiérarchisation. Alors que nous vivons dans une époque où nous sommes submergés par des millions d'informations tout le temps, dont 99% n'a aucun intérêt, mais donc il faut trier. Ça, c'est une chose. Après, il faut analyser en termes opérationnels. L'information sert à prendre une décision. C'est des cerveaux de gens qui doivent prendre des décisions, pas simplement donner leur avis dans un débat, dans une chaîne d'information continue. Prendre des décisions. Donc, il faut savoir si on est capable de la mettre en œuvre. Savoir si, quand on est en démocratie, savoir si elle va être comprise et soutenue durablement. C'est la question des sanctions. Après, la décision, c'est quel impact elle a sur les gens d'en face. Et là, il faut une autre qualité dans ce métier. Et c'est vrai de beaucoup d'hommes d'affaires qui négocient aussi, il n'y a pas que les diplomates, être capable de se mettre dans le cerveau de l'autre. Qu'est-ce que veut l'autre? Moi, qu'est-ce que je veux? Quels sont mes intérêts vitaux? Alors, je demande ça, je demande un peu plus pour avoir une marge de manœuvre. Que veulent les autres? Sur quoi est-ce que je peux les faire céder? Pour les faire céder, il faut que je m'allie avec qui? Mais avec des gens avec qui je suis peut-être en désaccord, mais là, j'ai besoin d'eux. Vous voyez, donc il y a une sorte de combinaison. Et donc, tout se raccorde dans ces cerveaux-là. C'est des cerveaux normaux, de gens normaux, mais ils sont placés dans des situations anormales. Voilà comment il faut fonctionner. Alors après, il y a un autre élément, c'est l'expérience. Parce que quand vous avez vu fonctionner 4 ou 5 chanceliers allemands, plusieurs dirigeants russes et puis plusieurs présidents américains, vous ne faites pas la même analyse. Donc votre cerveau, votre fameux cerveau, c'est votre question, il est quand même préparé à trier entre ce qui est conjoncturel et structurel. Vous voyez, dans le cas de Poutine, il y a une obsession russe sur l'Ukraine, qui est le berceau de la Russie, etc. Et il y a Poutine. Et après, donc, il y a la durée, l'expérience. Alors, dans les deux sens, expérience, ça, c'est très positif. Et puis, il y a l'isolement. Et que quand vous êtes dans une position de pouvoir pendant longtemps, inévitablement, vous voulez défendre ce que vous avez fait. Et quand dans les démocraties, vous êtes attaqué dans tous les sens de 24 heures sur 24, vous passez votre temps à dire « mais non, j'ai eu raison, j'ai dit cela ». Donc, vous êtes concentré sur une argumentation de justification qui devient défensive. C'est normal. C'est le jeu, c'est comme ça dans la vie privée aussi, d'ailleurs. Mais à un moment donné, ça risque de vous faire passer à côté d'éléments nouveaux. Donc, c'est plus difficile de faire rentrer dans le cerveau de ces gens-là, tels qu'ils sont devenus, des éléments radicalement différents. Vous voyez que ça peut s'appliquer à plein d'autres que les diplomates. Oui, et quels sont les plus beaux cerveaux que vous ayez rencontrés dans votre carrière? Le cerveau de Mitterrand, par exemple. Est-ce qu'il fonctionnait bien de ce point de vue-là? C'est compliqué à démêler. Bon. Non, est-ce que vous avez été impressionné par des façons de penser, que ce soit en France, sur les terrains aussi extérieurs? Oui, mais moi qui n'ai pas connu le monde avec lui, j'ai passé mon temps à voir des gens impressionnés par lui. Il y avait une puissance mentale, mais en même temps, c'était un homme extrêmement multiple. On l'a vu après, les gens qui ont découvert dans les lettres à Anne, par exemple, un aspect complètement méconnu. Oui. Il y avait complètement romanesque et flamboyant. Ouais. Une personnalité d'une richesse incroyable. Incroyable. Et alors, dans les discussions, il y avait en effet un côté pénétration mentale un peu troublant. Dans les discussions, la moindre discussion était très intense. Et nous avons surtout, nous qui étions très jeunes autour de lui, on avait le sentiment de participer à une épopée, donc c'était excitant. Mais dans les discussions, souvent,
il faisait une remarque qui donnait l'impression qu'il avait compris ce qu'on allait dire dans 10 minutes après. Donc c'est très troublant, il y avait un sentiment de possession terrible. C'est comme ça que j'explique d'ailleurs que des gens qui ont été très 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 proches de Mitterrand ont fait des livres à charge contre lui, avant de faire un autre livre après en disant j'ai eu tort de l'attaquer, parce qu'à un moment donné, ils étaient trop envahis par cette pensée-là. Vous voyez, ils avaient besoin de se retrouver à un moment donné. Et sinon, il y a dans les gens qui ont une intelligence particulière, Kissinger est quand même dominant, il faut distinguer ce qu'il a fait. Oui, vous en avez parlé 3 fois là, au cours de cette rencontre. Oui, parce qu'il reste une sorte de pape de la géopolitique, et que sur l'Union soviétique, c'est lui qui avait combattu l'URSS toute sa vie, qui a dit après la guerre, on a eu tort de ne pas associer la Russie à un ensemble de sécurité en Europe. Le même Kissinger qui a combattu l'URSS toute sa vie. C'est pour dire que ce n'est pas des abrutis pro-Poutine 30 ans après. Hein. Oui, mais justement... Attendez, un mot sur Kissinger. Il y a il faut vous approcher un peu. Mais pardon, Kissinger, il faut vous approcher un peu. Il a gardé une capacité d'analyse. Vous m'entendez plus ? Oui, en fait, vous êtes légèrement à droite de l'écran. Et là, c'est mieux. Là, c'est beaucoup mieux. Ouais. Ah. Voilà. Oui, je dis que. Mais on ne voit pas le bas de votre visage. Ah, ben voilà. On peut pas voir en même temps. Voilà. C'est mieux quand même. Et puis le cerveau est au-dessus quand même. Voilà. Normalement. Non, Kissinger, il a gardé une capacité d'analyse et d'exposition des données qui est unique. Mais ça, c'est la combinaison de secrétaire d'État, conseiller et professeur. Et vous parliez tout à l'heure de non-alignement qui est devenu maintenant la nouvelle règle. Est-ce que vous n'êtes pas quand même effrayé de voir qu'on vit dans un monde dont on a l'impression que tout le monde pense différemment, qu'on soit chinois, russe, américain, européen et même à l'intérieur de l'Europe, c'est différent. Est-ce que c'est un vrai changement ou est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça ? Parce qu'on sentait chez vous une inquiétude en disant c'est encore plus compliqué qu'avant parce que l'alignement qui était un peu la règle a totalement volé en éclats. C'est plus compliqué pour les Européens, sympathiques, idéalistes, d'atterrir dans le monde réel. Après la fin de l'Union soviétique, au début des années 90, les Occidentaux ont vraiment cru, vous savez, la fin de l'histoire. L'histoire est finie, tout le monde est pour la démocratie, avec Fukuyama. pour le marché de ça. Fukuyama, ce que j'avais appelé mon hyperpuissance, le triomphalisme américain, et donc notre conception de l'économie de marché ultra financiarisée, c'est très important pour la suite, notre conception des droits de l'homme, nos valeurs universelles qui doivent s'appliquer partout, les Européens y ont cru énormément. Les Américains, c'est plus mélangé parce qu'ils ont gardé la culture de la puissance quand même, donc c'était différent. Et c'est ce monde-là qui a été contredit par une série d'événements cruels, terribles, comme le 11 septembre, comme plein d'autres choses. Est-ce qu'on peut avoir un peu de son, s'il vous plaît, dans la salle ? Pardon. Et donc, nous sommes obligés de dépasser cette vision. Moi, je dis, vous devez connaître cet échange avec le géopoliticien singapourien Kishore Mahbubani. Oui. Moi, ça fait 25 ans que je dis les Occidentaux ont perdu le monopole de la puissance. Pas la puissance, le monopole. Donc, il faut s'adapter, que ça nous plaise ou pas, il faut s'adapter. Bon, mais ce n'est pas un monde totalement émietté. Il y a le monde chinois, russe, musulman, africain. Il y a quelques... Alors, je vais terminer en disant que Mahbubani me dit depuis 20 ans, vous n'allez pas assez loin. Ce n'est pas la fin du monopole occidental, c'est la fin de la parenthèse occidentale dans l'histoire du monde. Vous vous rendez compte ? On a gouverné le monde en réalité, l'époque coloniale, pendant 3-4 siècles, bien ou mal, ça c'est un autre débat, mais c'était un monopole qui est fini. Les Occidentaux, ils ne peuvent pas intégrer ça, c'est trop angoissant pour eux. Et ça ne va pas pour autant jusqu'à l'émiettement dont vous parlez, parce que même si on est en phase de démondialisation relative, de re-régionalisation, il y a quand même un ensemble occidental, avec plein de différences, mais c'est un ensemble quand même. Il y a un ensemble chinois, il y a quand même un monde russe qui est toujours là, et puis le monde musulman. Donc ce n'est pas l'éclatement dans le moindre détail, ce n'est pas une atomisation du monde. Mais il faut se sortir de la vision un peu trop optimiste de la mondialisation des 30 dernières années. C'est peut-être dommage, hein, mais c'est le monde tel qu'il est aujourd'hui. Hein. Je rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, donc Kishore Mahbubani, qui est professeur à Singapour et qui est l'un des plus grands experts, qui intervient d'ailleurs souvent dans Le Point. Merci beaucoup Hubert Védrine. Donc je rappelle que vous
publié donc Une vision du monde, c'est aux éditions Au Bouquin, c'est un livre qui rassemble vos textes majeurs sur la géopolitique. Et puis merci pour cet éclairage précieux. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Védrine. Merci beaucoup, Christophe Onodibio, pour cet échange. On se retrouve dans quelques minutes pour notre prochaine conférence qui portera sur l'épilepsie. À tout de suite.